Ceci est pour toi, qui que tu sois, chargé de trier les décombres du projet Golgotha et de déterminer ce qui a mal tourné. Tu trouveras mon nom éparpillé dans les dossiers, attaché à des rapports et des évaluations. Mais voici la vérité sur ce qui s'est réellement passé à Aeternum Facilis. C'est tout ce que je peux offrir avant que ce qui est en moi ne prenne totalement le contrôle. Même maintenant, je ne suis pas certain de ce qui me pousse à écrire. La peur peut-être, la culpabilité, sans aucun doute. Mais il y a quelque chose de plus profond, une sorte d'attraction, comme si la ville elle-même vivait encore en moi, son influence guidant mes mains. Si cela te semble absurde, tu comprendras bientôt. Une fois que tu auras fini de lire ceci, tu me croiras, ou tu regretteras de l'avoir fait. Tout a commencé au printemps 2015, bien que les racines de ce cauchemar soient bien plus anciennes. La ville, notre découverte, n'était pas nouvelle. Elle avait toujours été là, endormie sous les montagnes Appalaches, enfouie dans des roches plus anciennes que toute forme d'humanité. Un relevé géologique est tombé dessus par hasard, leur équipement détectant des schémas sismiques irréguliers en profondeur dans la Terre. On a d'abord supposé qu'il s'agissait d'un vaste réseau de grottes, mais les scanners ont révélé des structures impossibles, de la symétrie, un dessin, là où il ne devait y avoir que chaos. Le site a été immédiatement classifié. Trop avancé, trop étrange, disait le rapport, bien qu'il n'ait jamais utilisé le mot « extraterrestre » de manière officielle. Le département de la Défense l'a baptisé Aeternum Facilis, un nom à la fois grandiose et inoffensif, et a mis en place le projet Golgotha pour superviser son exploration. Le nom aurait dû être un avertissement. Ils m'ont recruté depuis Princeton, où je publiais des travaux sur les civilisations anciennes. Ma spécialité, c'est de reconstituer la vie de cultures disparues, de reconstituer leur histoire à partir de ruines et de reliques. Je n'étais pas préparé à cela. Personne ne l'était. L'équipe était réduite par choix, 6 personnes, chacune choisie pour une compétence particulière. On nous a donné juste assez d'informations pour nous préparer, mais pas assez pour comprendre l'ampleur de ce qui nous attendait. Je me souviens encore du premier briefing dans la salle de conférence, sans fenêtre du Pentagone. L'air y était vicié, recyclé et froid, et les lumières bourdonnaient faiblement, juste assez pour s'insinuer sous la peau. Un homme du département de la Défense, dont je n'ai jamais su le nom, se tenait à l'extrémité de la table et projeta une image en noir et blanc, granuleuse, sur le mur. Je balayais la pièce du regard en m'asseyant. Eliza Ward, une paléobiologiste que j'avais croisée à quelques conférences, me salua brièvement d'un signe de tête avant de reporter son attention sur la table. Malcolm Reyes, un géologue réputé pour son caractère difficile, mais son intelligence brillante, griffonnait dans un carnet. Il y avait aussi un officier militaire, le lieutenant Daniel Price, dont la posture raide et le visage impassible trahissaient immédiatement la fonction. Les 2 autres, Tessa Burke et Victor Green, m'étaient inconnus, bien que leur attitude laissait penser qu'ils n'étaient pas des universitaires. Une fois tout le monde assis, l'homme en gris appuya sur un bouton d'une petite télécommande, et les lumières de la pièce s'assombrirent. Une image granuleuse en noir et blanc vacilla sur l'écran au fond de la salle. « Voici Aeternum Fossilis », commença-t-il. « Nous pensons qu'il s'agit d'une ville fossilisée. La structure que vous voyez ici se trouve à près d'1 mile sous terre. » L'image était difficile à interpréter au début, une masse de formes anguleuses et d'ombres. Mais à mesure qu'il parlait, les détails prenaient en forme. Des murs, des arches et des formations en spirale figées dans la roche. Les structures étaient indéniablement artificielles, mais leurs contours semblaient étrangement organiques. Ce site a été découvert il y a 6 mois, lors d'un relevé géologique de routine dans les Appalaches, poursuivit-il. L'analyse initiale indiquait la présence d'un vaste réseau de cavernes souterraines. Cependant, des recherches plus poussées ont révélé quelque chose de bien plus important. Il appuya à nouveau sur la télécommande et une série de diagrammes remplaça la photo. Il s'agit d'une ville fossilisée. Les structures que vous voyez sont pétrifiées, composées de minéraux, ayant remplacé peu à peu
leurs matériaux d'origine organique. Attendez, l'interrompit Elisa, se penchant en avant. vous êtes en train de dire que ces structures étaient vivantes? Nous le pensons, oui, Répondit l'homme d'un ton plat, clinique. bien que la nature exacte de leur fonction reste floue. Ce que nous savons, c'est que le site a plus d'1 milliard d'années. La pièce devint silencieuse, C'est impossible. murmura Malcolm en secouant la tête. Il y a 1 milliard d'années, la Terre n'abritait même pas la vie multicellulaire. Et pourtant, Répondit l'homme. les datations radiométriques de la roche environnante confirment cette chronologie. Cela précède non seulement toute civilisation humaine, mais aussi toute forme de vie connue, capable de création. Tassa, la technicienne en données, rompit enfin le silence, Que voulez-vous exactement de nous? Nous voulons des réponses. dit l'homme. Votre équipe a été assemblée parce que chacun de vous apporte une expertise unique au projet. Dr Falk, vous dirigerez l'étude des aspects culturels et structurels du site. Dr Ward, vous analyserez les composants biologiques. Dr Reyes, vous vous concentrerez sur les propriétés géologiques et matérielles. Le lieutenant Price supervisera la sécurité et veillera à l'efficacité opérationnelle. Madame Burke et Monsieur Green s'occuperont de l'analyse technique et structurelle. Et l'objectif ? Demandai-je. Déterminer ce qu'est cette ville, qui l'a construite et pourquoi. Elisa fronça les sourcils. Et que se passe-t-il si on trouve quelque chose qu'on ne comprend pas? Les lèvres de l'homme tressaillirent, comme si elles hésitaient entre un sourire et un avertissement. C'est pour ça que nous vous avons choisi, Dr Ward. Nous avons confiance en vous pour trouver la réponse. 2 semaines plus tard, nous nous tenions à l'entrée du site. Le voyage avait été éprouvant. Un vol en hélicoptère au-dessus des étendues sauvages des Appalaches, suivi d'une longue marche à travers une forêt dense, jusqu'à une installation isolée et gardée. L'entrée n'était rien de plus qu'un étroit puits plongeant dans la terre, bordé de renforts en acier et éclairé par des lampes faiblardes et vacillantes. « Bienvenue à Golgotha », dit le lieutenant Price en entrant dans un ascenseur grillagé en métal. Son ton était sec, presque amusé. Nous descendions dans les entrailles de la terre comme des plongeurs s'enfonçant dans un océan profond et inexploré, la lumière s'amenuisant peu à peu, jusqu'à ce que seul le bourdonnement de notre équipement et le cliquetis rythmé de la cage d'ascenseur nous enveloppent. Le lieutenant Price se tenait près des commandes, sa silhouette tranchante à peine éclairée par la lumière vacillante au-dessus de lui. Il gardait la main sur le levier, comme si toute la structure pouvait s'effondrer d'un instant à l'autre. « Elisa, ça va ?» demandai-je en remarquant son visage pâle à la lueur faible. Oui, ça va. Répondit-elle. Mais sa voix était tendue. Elle agrippait la rampe des 2 mains, les jointures blanchies. L'ascenseur s'arrêta brusquement, et les grilles s'ouvrirent dans un grincement aigu. Nous sortîmes sur une plateforme métallique suspendue au-dessus d'un vide béant. Des projecteurs montés de manière irrégulière éclairèrent la caverne d'une lumière blanche crue. Les ombres longues dansaient sur les parois, rendant l'espace encore plus étrange. Et là, elle se tenait, Aeternum Facilis. La première chose qui me frappa fut l'échelle. La ville s'étendait bien au-delà de la portée des projecteurs, ces structures fossilisées se fondant dans l'obscurité. Les bâtiments, si on pouvait les appeler ainsi, s'élevaient comme des flèches squelettiques, leur surface criblée de motifs poreux, rappelant du corail ou de l'os. Des arches et des ponts se croisèrent dans l'espace, avec des designs si complexes qu'ils défiaient toute logique architecturale. C'était à la fois hypnotisant et profondément inquiétant. « C'est magnifique », dit Elisa doucement, rompant le silence. Le chemin menant de la plateforme au sol de la ville était une série d'escaliers métalliques et de passerelles renforcées qui zigzaguaient vers le bas. Plus nous descendions, plus l'air devenait oppressant. Lourd, vicié, chargé d'une légère odeur métallique qui restait au fond de la gorge. Le silence était presque suffocant, seulement troublé par le craquement de nos bottes sur le gravier et les gémissements occasionnels de l'échafaudage.
Quand nous atteignîmes enfin le sol de la ville, c'était comme si nous avions posé le pied sur une autre planète. Le sol était recouvert d'une fine couche de poussière, à peine perturbée par les veines fossilisées de ce qui avait peut-être été autrefois des routes. Les bâtiments nous dominaient, projetant des ombres longues et déchiquetées sur le terrain. Malcolm s'agenouilla, ses outils déjà en main. Il écarta un peu la poussière, révélant une surface lisse et fossilisée en dessous. Il marmonnait tout bas en travaillant, ses gestes méthodiques et précis. Victor Green laissa échapper un sifflement bas en balayant l'espace de sa lampe torche. Bon sang! Les faisceaux illuminèrent l'entrée de la ville, révélant des murs anguleux qui s'élevaient dans les ténèbres. D'énormes structures fossilisées se dressaient devant nous, d'une symétrie troublante, mais indéniablement organique. C'était comme si nous marchions dans les côtes d'un colosse mort depuis des millénaires. Elisa, debout près de Victor, murmura « Ça ne semble pas réel. » « Ça l'est, » dit Malcolm Reyes d'une voix sèche. « Carbonate de calcium et dépôt de silice. Une pétrification parfaite. Mais la texture... » Il passa une main gantée sur la surface et fronça les sourcils. « J'ai vu des coraux cultivés qui semblaient moins délibérés. »« Restez groupés, » ordonna Price. Sa voix fendit le silence, autoritaire mais calme. Tant que nous n'avons pas sécurisé la zone immédiate, personne ne s'éloigne. Personne ne protesta. L'immensité de la caverne avalait notre petit groupe, et les échos lointains de nos mouvements semblaient se moquer de l'idée que nous contrôlions quoi que ce soit ici. Je sentais le poids de la montagne au-dessus de nous, cette conscience brutale que nous étions à 1 mile sous la surface de la terre, s'apesantir sur ma poitrine. « En avant !» dis-je en prenant la tête. On se dirige vers les structures principales. Documentez tout. L'approche de la ville fut lente, mesurée. Nos lumières glissaient sur d'immenses formations squelettiques semblant surgir du sol. Chaque structure était constellée de pores et de motifs ramifiés. L'échelle seule était vertigineuse. Des arches et des flèches s'élevaient à des hauteurs que l'architecture humaine n'avait jamais atteintes. Elisa s'arrêta net, braquant sa lampe sur un mur voisin. « Regardez ça !» dit-elle en s'agenouillant. Je la rejoignis, me penchant à côté de ce qui ressemblait à un segment d'os fossilisé. C'était immense, sa texture poreuse sillonnée de spirales et de crêtes. Du cartilage pétrifié, suggérai-je. « Peut-être ?» répondit-elle. Mais ces motifs, ils sont trop précis. C'est comme si tout avait été pensé, conçu. Malcolm nous rejoignit, plissant les yeux en examinant la texture. S'il avait été vivant, ce n'était rien de comparable à quoi que ce soit sur Terre. En tout cas, rien que nous ayons jamais vu. Je hochai la tête, mais l'ampleur des implications était trop vaste à affronter sur le moment. Continuons d'avancer. Nous nous enfonçâmes plus profondément dans Aeternum Fossilis, la ville nous avalant dans son immensité. Chaque pas semblait plus intentionnel que le précédent, comme si le sol lui-même nous guidait. Je n'arrivais pas à me défaire de cette impression que nous n'étions pas censés être là. Ou peut-être que si. Difficile à dire. Ce sentiment de but, d'intentionnalité, flottait dans l'air comme une charge électrostatique. Victor Green, sa lampe torche balayant les flèches squelettiques, laissa échapper un grognement sourd. Qui que ce soit qui ait construit ça, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ce n'est pas humain, dit Elisa d'un ton plat. Elle était accroupie près de ce qui ressemblait à un pilier fragmenté, sa main gantée suivant les motifs poreux. Regardez ces motifs. On dirait des cellules, presque des vaisseaux. Ça n'a pas été construit, ça a été cultivé. Malcolm Reyes toussa, un son sec, presque méprisant. Il déballait déjà son matériel, marmonnant quelque chose au sujet de dépôts de carbonate de calcium. Tout ici hurle le remplacement minéral. Tu regardes une fossilisation à une échelle qu'aucun de nous n'a jamais vue. Soit. Mais ne romantise pas ça, Ward. C'est de la roche, pas du tissu. Et comment tu expliques l'organisation alors ? Répliqua-t-elle vivement, se relevant et désignant les spires autour de nous. Le corail ne pousse pas en ligne droite. Ça ne forme pas des arches. Assez, dis-je, tranchant dans leur dispute. Cataloguez d'abord. On spéculera après. La dernière chose dont on a besoin, c'est de courir après des théories sans données. Tessa Burke avait déjà pris quelques pas d'avance.
les yeux fixés sur l'écran lumineux de sa tablette et les gigantesques structures qui nous entouraient. Elle se retourna vers nous, la voix posée mais tendue. Je capte de faibles champs magnétiques. Faible, mais bien présent, C'est normal. répondit Malcolm avec désinvolture. Un matériau fossile peut conserver un magnétisme résiduel. Tessa hésita, les lèvres serrées en une fine ligne. Ça ne ressemble pas à du résiduel. C'est structuré, comme si ça pulsait. Je lançai un regard au lieutenant Price, resté en retrait, la main posée sur la crosse de son arme de poing. Il n'avait pas dit grand-chose depuis notre arrivée, mais sa présence avait quelque chose de rassurant, même s'il semblait aussi mal à l'aise que nous tous. « Qu'en pensez-vous » lui demandai-je. Price haussa les épaules. Je pense qu'on suit les ordres. On documente. On analyse. Et on reste sur nos gardes. Nous reprîmes notre progression, complètement engloutis par l'immensité de la ville. La tablette de Tessa émit un léger tintement alors qu'elle continuait d'enregistrer des données environnementales. Ces relevés sont étranges. Dit-elle en fronçant les sourcils devant l'écran. Fluctuations de température, perturbations magnétiques mineures. C'est comme si la ville réagissait à nous. Elle est morte. Déclara Malcolm sans lever les yeux d'un ton ferme. Tout ce que tu captes, c'est résiduel. Comme un écho fantôme, il n'y a rien de vivant ici. Elisa pencha la tête, les sourcils froncés. Peut-être pas vivant, non. Mais si ce n'était pas tout à fait mort non plus? Et si la fossilisation était une forme d'hibernation? Malcolm ricana doucement. Tu dérailles. Et toi, t'es aveugle? Rétorqua-t-elle sèchement. Ça suffit, interjectai-je de nouveau, à bout de patience. Par ici. Appela Victor d'une voix basse et urgente. Il se tenait au bord de ce qui ressemblait à une cour ouverte, sa lampe braquée sur une forme qui émergeait du sol. Au début, je pensais qu'il ne s'agissait que d'un autre morceau d'architecture fossilisée, une colonne tordue ou une arche effondrée. Mais en m'approchant, la forme se précisa et révéla quelque chose d'horriblement familier, une silhouette squelettique, humanoïde, mais grotesquement allongée. Sa cage thoracique s'évasait comme les pétales d'une fleur malade, et ses membres étaient incourbés de manière anormale, les articulations gonflées de sortes de nodules calcifiés. « Seigneur !» murmura Elisa, en s'agenouillant à côté. Sa main flottait au-dessus des restes fossilisés, tremblante. « C'est bipède. Regarde le bassin, la colonne vertébrale. » Cette chose se tenait debout. « Mais ce n'est pas humain, dis-je. » Les mots me parurent lourds à mesure qu'ils franchissaient mes lèvres. « Ça ne peut pas l'être. » « Non, acquiesça-t-elle à voix basse. mais c'est proche. » Malcolm nous rejoignit, son scepticisme visiblement ébranlé, alors qu'il s'accroupissait pour examiner la créature. Les proportions sont fausses. Le crâne. Regarde sa capacité crânienne. C'est immense. Cette chose devait mesurer au moins 3 mètres. Il ajusta sa lampe frontale et se pencha davantage, inspectant la texture poreuse des os. C'est incroyable. La préservation. C'est comme si la fossilisation avait figé chaque détail avant même le début de la décomposition. Je n'avais jamais rien vu de tel. Elisa tendit une main gantée et écarta une fine couche de poussière qui recouvrait les restes. « Regarde ces os. Ils sont poreux comme ceux des oiseaux. Mais leur structure, on dirait presque du cartilage. Et ça, dit-elle en désignant la cage thoracique du fossile. Ces crêtes ne sont pas décoratives, elles sont fonctionnelles. Peut-être pour la respiration, la circulation. C'est fossilisé, répondit Malcolm. Impossible d'en être certain. Ça ne colle pas. Dit Tessa en fixant les relevés de sa tablette. Les champs magnétiques sont plus forts ici. On dirait qu'ils sont concentrés autour de ces restes. Peut-être qu'il s'en servait pour quelque chose. Suggéra Victor. Énergie, communication question marque. On est complètement dépassé. La voix de Tessa brisa le silence, calme mais tendu. J'en détecte d'autres, droit devant. Nous la suivîmes. Le faisceau de sa lampe torche fendait l'obscurité. La cour s'ouvrait sur une immense salle, le sol jonché de figures squelettiques similaires.
Des dizaines. Elles étaient figées dans des poses étranges, comme prises en plein mouvement. Certaines semblaient vouloir se protéger, leurs longs bras tordus devant leur visage. D'autres étaient effondrées sur le côté, leurs colonnes déformées trahissant une forme d'agonie. « Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici ?» murmura Price. « Je ne sais pas, dis-je. Mais ce n'était pas naturel. » Elisa se déplaçait déjà parmi les restes, les cataloguant avec une intensité fébrile. « Ce n'est pas juste de la fossilisation. » Ces créatures, quoi qu'elles aient été, sont mortes brutalement. Regardez les fractures, la manière dont les structures se sont affaissées sur elles-mêmes. On dirait presque qu'elles ont été pétrifiées. « Pétrifiées » répéta Malcolm, sa voix soudain tendue. « Tu veux dire quoi? Qu'elles se sont changées en pierre instantanément ?» « Regarde autour de toi, » dit-elle en désignant la pièce. « Tu vois des signes de décomposition, d'érosion. Ces restes sont intacts. Quelque chose s'est produit ici, quelque chose de catastrophique. » Tessa faisait les 100 pas autour du périmètre de la salle, sa tablette serrée contre sa poitrine. « Les champs magnétiques sont plus forts ici, » dit-elle. « Définitivement localisés autour des corps. » Price s'approcha de l'une des silhouettes, sa lampe projetant de longues ombres gravées sur les murs. Si c'était une sorte d'attaque, qui ou quoi en serait responsable? Peut-être que ce n'était pas une attaque, dis-je, les mots me venant avant même que j'aie eu le temps de réfléchir. Peut-être que c'était volontaire. Elisa leva les yeux de sa position accroupie, son expression indéchiffrable. « Tu es en train de dire qu'ils se sont fait ça à eux-mêmes » Je ne répondis pas. L'idée était absurde. Mais en me tenant là, entouré de ces figures grotesques, figées dans la pierre, je ne pouvais me défaire de cette impression. Ce n'était pas un massacre. C'était autre chose. Quelque chose d'intentionnel. Je ne savais pas pourquoi cette pensée m'était venue. Victor brisa le silence, la voix tendue. « On doit continuer d'avancer. Si on veut comprendre ce qui s'est passé, il nous faut plus de données. » Il avait raison, mais je n'arrivais pas à détacher mon regard des restes. Plus je les observais, plus j'étais convaincu que nous étions les témoins de l'après, d'un événement que nous n'étions pas censés comprendre. Nous avançâmes, quittant la chambre des ossements derrière nous. Mais le malaise persista, suspendu au-dessus de nous comme un linceul. Finalement, nous entrâmes dans ce que je ne peux décrire autrement que comme une artère principale, un long couloir droit, bordé de structures en spirale qui s'élevaient vers le haut, leur sommet se perdant dans l'obscurité. Les murs poreux étaient impercés d'ouvertures ovales, comme les fenêtres d'une ruche insectoïde. Le sol sous nos pieds était plus lisse ici, parcouru de fines crêtes parallèles, comme les stries d'une artère pétrifiée gigantesque. « Cet endroit semble... » Victor s'arrêta, cherchant le mot juste. « Organisé, tu vois, ce n'est pas juste une ville, elle a une finalité. » « Une finalité pourquoi ? Demandai-je, plus pour moi-même que pour quiconque. Elisa s'agenouilla près d'une des crêtes, faisant courir sa main gantée le long de sa surface. « Ces sillons, ils me rappellent des structures vasculaires, comme des capillaires ou des veines. » Les veines ne se fossilisent pas en géométrie parfaite, fit remarquer Malcolm, mais sans son arrogance habituelle. « Et les bâtiments non plus, » répliqua Elisa. La voix de Tessa brisa le silence, tendue et contenue. Je détecte une autre fluctuation, plus forte cette fois. Malcolm se pencha par-dessus son épaule pour jeter un œil à sa tablette. « Des champs magnétiques encore ?» demanda-t-il. Mais il y avait maintenant une hésitation dans sa voix. Tessa acquiesça. Même signature qu'avant, mais c'est de plus en plus concentré. Comme si ça nous attirait quelque part. Ou alors, on entre dans quelque chose, murmura Victor. Je jetai un regard en arrière vers Price, qui fermait la marche. Sa main n'avait pas quitté la crosse de son arme depuis notre arrivée. Son visage était impassible dans la pénombre, mais la tension dans son corps était palpable. Le couloir s'élargit soudainement, débouchant sur une vaste salle circulaire. Nos lampes torches balayèrent l'espace, révélant des murs couverts des mêmes motifs poreux que partout ailleurs dans la ville. Mais ici, ils étaient plus denses, presque ornementaux. Le sol sous nos bottes était plus lisse,
presque polie, avec de légères stries gravées dans la pierre. Au centre de la pièce se trouvait une immense colonne, s'élevant dans l'obscurité au-dessus de nous. Elle était couverte de spirales et de crêtes qui se tordaient de manière si dérangeante que mon estomac se nouait si je la fixais trop longtemps. « C'est différent, » dit Elisa, s'avançant prudemment vers la colonne. Sa voix était douce, presque révérencieuse. Regardez les motifs, la régularité. Tout ici semble coordonné. Victor murmura, en balayant les murs de sa lampe torche. Mais à quoi ça sert? Peut-être que c'est une structure porteuse, proposa Malcolm, bien que ses mots manquaient de la certitude habituelle. Il s'accroupit près de la colonne, passant une main gantée sur sa surface. Ces sillons pourraient être des lignes de tension, des renforts, si cet endroit était vivant, une sorte d'organisme. Alors peut-être que ceci est... Un centre nerveux? Compléta Elisa, plus curieuse que sceptique. Malcolm grimaça. J'allais dire une colonne de soutien, mais allons-y pour centre nerveux. Tessa, toujours concentrée sur sa tablette, fronça les sourcils. Les relevés magnétiques explosent ici. Ce n'est pas aléatoire, ça pulse. Comme un battement de cœur? Demanda Victor, les mots suspendus dans l'air. Tu peux éviter. Lâcha Malcolm, se relevant d'un coup sec. Il s'essuya les gants sur son pantalon. C'est fossilisé, ok? Mort. Mort depuis longtemps. Toutes les fluctuations que vous captez, ce sont... Des résidus? Coupa Elisa, les bras croisés. Tu nous répètes ça depuis qu'on est arrivé, Malcolm. À quel moment vas-tu admettre que rien ici ne correspond à aucun modèle connu? Il ouvrit la bouche pour répondre, mais s'arrêta, jetant un nouveau regard vers la colonne. Pour la première fois depuis notre arrivée, il semblait incertain. Price se racla la gorge et s'avança. On n'a pas besoin de tout comprendre maintenant. Prenez vos relevés, documentez le site et continuons d'avancer. Plus on reste ici, plus on est exposé. Exposé à quoi? Demanda Elisa en se tournant vers lui. Il ne répondit pas, mais son silence en disait long. Nous nous répartîmes en binôme pour explorer la salle. Tessa resta près de la colonne, la lumière pâle de sa tablette se reflétant sur son visage pendant qu'elle enregistrait des données. Elisa se dirigea vers les murs, photographiant soigneusement les motifs pendant que Victor l'aidait à cartographier les dimensions de la pièce. Malcolm restait proche du centre, son assurance habituelle remplacée par une curiosité prudente. Price et moi longions le périmètre, à la recherche d'indices contextuels. « Tu es silencieux », dis-je à voix basse. Price haussa les épaules. « Pas grand-chose à dire. » « Tu as déjà été dans des endroits pires que celui-ci, non ?» Il me jeta un regard, son expression indéchiffrable. « J'ai été dans des endroits dangereux, mais ici, ça ne semble pas dangereux. Ça semble faux. » Je n'insistais pas. Il ne mentait pas. L'air dans cette salle semblait plus lourd que de raison, comme si la ville nous pesait dessus, comme si elle nous observait, attendait. Elisa? Appela soudain Tessa, sa voix plus vive qu'à l'accoutumée. Viens voir ça. Nous convergeâmes tous vers la colonne, là où Tessa pointait un petit interstice irrégulier dans la surface. Il n'était pas plus large qu'un poing et faisait environ 30 cm de long. Les bords étaient déchiquetés, comme si quelque chose avait fracturé la pierre fossile. « Qu'est-ce que je regarde ?» demanda Elisa en s'approchant. « Dis-moi que ça n'a pas l'air récent. » dit Tessa. Ça en avait tout l'air. Le matériau exposé à l'intérieur n'était pas du gris terne de la pierre fossilisée, mais un noir sombre, presque organique. Il luisait faiblement sous nos lampes. « C'est impossible, » dit Malcolm, mais sa voix était à peine audible. Elisa tendit la main, ses doigts planant au-dessus de la fissure. « C'est humide. » « Ne le touche pas, » aboya Price, sa voix tranchante, assez pour qu'elle recule aussitôt. Il s'approcha et regarda dans la fissure. « Si c'est une matière biologique, on ne sait pas ce que c'est. » « Et on ne devrait pas la trouver ici, » ajouta Malcolm, plus pour lui-même que pour nous. Toute cette structure est fossilisée. Elle est pétrifiée depuis des milliards d'années. Ça n'a aucun sens. Rien ici n'a de sens, marmonna Victor. « Il faut le documenter, » dit Elisa, sa voix résolue. « avec précaution.
Si c'est organique, si c'est conservé, ça pourrait être la percée qu'on attendait. Et si c'est dangereux? Rétorqua Price. Elisa hésita, mais ne recula pas. C'est un risque qui vaut la peine d'être pris. À contre-cœur, Price recula, gardant sa main sur son arme, pendant qu'Elisa préparait un petit kit d'échantillonnage. Elle travailla méthodiquement, grattant une minuscule quantité de la substance noire dans un contenant stérile. Elle s'accrocha à l'extrémité de son outil comme du goudron, s'étirant légèrement avant de se détacher. La tablette de Tessa émit un signal sonore, et elle baissa les yeux, le regard inquiet. Les champs magnétiques explosent. C'est... Elle s'interrompit, plissant les yeux. Attendez, ce ne sont pas que les champs. La température augmente. Malcolm vérifia ses propres instruments, fronçant les sourcils. C'est impossible. On est à plus d'1 mile sous terre. C'est léger. Dit Tessa. Mais c'est constant. Quelle que soit cette chose, elle est active. Elisa se redressa, tenant précautionneusement le conteneur scellé. Alors, il faut. Un grondement sourd l'interrompit, résonnant à travers la chambre comme un tonnerre lointain. La colonne sembla frémir, les spirales sur sa surface captant la lumière d'une manière qui les faisait paraître presque fluides. Dites-moi que c'était une coïncidence. Dit Victor, la voix tendue. Personne ne répondit. Nous avons passé des heures dans cette chambre, à cataloguer et documenter, mais plus nous examinions la plateforme et son réseau de filaments rayonnants, plus les questions se multipliaient. Cette structure, Dit Victor, concentré sur l'enchevêtrement complexe des filaments. c'est presque fractal. Chaque segment que j'analyse mène à des couches plus petites, plus détaillées. C'est comme si c'était conçu pour s'auto-organiser. S'auto-organiser en quoi? Demanda Price, sa voix marquée par la tension. Il n'était pas scientifique, mais pas stupide non plus. Il ressentait, comme nous tous, l'inquiétude qui grandissait. Victor haussa les épaules. Je ne sais pas. Un réseau? Une machine? Quelque chose de biologique? Ou tout à la fois? Je pense que nos catégories ne s'appliquent pas ici. Tessa était assise au bord de la plateforme, sa tablette projetant une faible lueur dans la pénombre. Elle faisait défiler les relevés en silence, le front plissé. Je jetai un coup d'œil aux autres. Elisa était accroupie près d'un des plus gros filaments, nettoyant prudemment la poussière et les débris. Malcolm, lui, examinait une coupe transversale du matériau fossilisé, son expression illisible. « Malcolm » l'interpellai-je. « Quel est ton avis ?» Il leva les yeux, visiblement agacé d'être interrompu. À propos de quoi? Du fait qu'on se tient debout sur une anomalie vieille d'1 milliard d'années, ou du fait que chaque relevé qu'on obtient défie toute logique? Les deux, répondis-je simplement. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. Écoute, la composition minérale est cohérente avec une fossilisation. Mais les motifs, Il s'interrompit, cherchant ses mots. ils sont trop précis. Ce n'était pas juste une ville. C'était un système. Tout était interconnecté. Et maintenant, on dirait que l'ensemble attend un signal. Un signal pourquoi? Demanda Price, s'approchant. Une réactivation. Dit Elisa doucement, en se relevant et en époussetant ses gants. Le mot resta suspendu dans l'air comme un avertissement. Aucun de nous ne voulait l'admettre, mais on le sentait tous. Cette certitude rampante que cet endroit n'était pas aussi mort qu'on le souhaitait. Nous décidâmes de nous enfoncer plus loin dans la ville, suivant les impulsions magnétiques plus fortes détectées par Tessa. Le chemin nous mena à travers d'autres corridors et chambres, chacune plus complexe que la précédente. L'architecture devenait de plus en plus élaborée, avec des arches qui se chevauchaient et des colonnes spiralées défiant la gravité. C'est insensé. Murmura Victor en marchant. Qui aurait construit ça? Et comment? Il n'y a aucun échafaudage, aucune charpente. On dirait que toute la ville est née. Peut-être qu'elle l'a été. Dit Elisa, une pointe d'émerveillement dans la voix. Regardez la cohérence, la manière dont les structures s'enchaînent. Ce n'est pas une construction au sens qu'on connaît. C'est une croissance. Finalement, nous atteignîmes une autre grande salle, encore plus imposante que la précédente. Elle était circulaire,
avec un dôme qui s'élevait à une hauteur vertigineuse. Les murs étaient tapissés de structures en forme de côte incurvée vers l'intérieur, donnant à l'espace une atmosphère claustrophobe, presque utérine. Au centre de la chambre se trouvait une énorme structure fossilisée, enchâssée dans ce qui ressemblait à un matériau cristallin. Elle avait la forme d'un organe, vivant, mais mécanique. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Victor en s'approchant. « Le cœur de la ville », murmura Elisa. Nous nous regroupâmes autour de la structure, la contemplant en silence. Elle était immense, au moins 3 mètres de haut, avec des filaments ramifiés qui s'étendaient vers l'extérieur, comme des veines. L'enveloppe cristalline captait la lumière de nos lampes, la réfractant en motifs étranges et inquiétants sur les murs. Tessa fut la première à briser le silence. Je capte des vibrations beaucoup plus fortes ici. C'est comme si ça résonnait. Ça résonne avec quoi ? demandai-je. Avec nous, peut-être ? Répondit-elle, incertaine. Victor tendit la main, sa paume gantée suspendue juste au-dessus de la surface cristalline. Cette coque, ce n'est pas juste une enveloppe. C'est une partie du mécanisme. Regardez comment les filaments s'y connectent. Ne la touche pas, avertit Price, sa voix tranchante. Victor retira sa main, mais son envie d'en savoir plus était palpable. Elisa s'accroupit près d'un des filaments, l'examinant de près. « Ces structures sont trop complexes pour n'être que décoratives. Elles ont une fonction. » « Quel genre de fonction ?» demandai-je. Elle secoua la tête. « Je ne sais pas. Distribution d'énergie ? Communication question-marque ? Toute cette ville, c'est comme un réseau neuronal. Chaque élément est connecté, et ceci, dit-elle en désignant la structure organique, c'en est le noyau. » Au moment où elle parlait, la tablette de Tessa émit une douce alerte sonore. Elle fronça les sourcils et tapa sur l'écran. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. Ces vibrations, elles changent. Elles deviennent plus organisées. Organisées comment ? demanda Malcolm en s'approchant. Comme un schéma. Dit-elle, la voix tendue. C'est presque comme si... Elle s'interrompit, les yeux soudain écarquillés. « Comme quoi ?» insistai-je. Comme si ça essayait de communiquer. Dit enfin Tessa. Ces mots me glacèrent le sang. Communiquer avec qui ? Demanda Price, sa main se crispant sur la crosse de son arme. Avec nous, dit Elisa. Avant que quiconque puisse répondre, la chambre fut envahie par une basse vibration résonante. Ce n'était pas fort, mais profond. Ça vibrait à travers le sol jusque dans nos os. C'est quoi ce bordel ? Lança Victor, la voix tendue. Le bourdonnement s'intensifia, se propageant dans la chambre. Ce n'était pas un son. C'était quelque chose de plus profond. Une sensation qui s'insinuait dans les interstices entre pensée et instinct. La structure cristalline au centre de la pièce pulsa faiblement, la lumière s'étendant à travers les filaments ramifiés comme un courant lent. Les vibrations, dit Tessa, les yeux rivés à sa tablette. Elles se synchronisent. Regardez ça. Elle tourna l'écran vers nous, montrant une série d'ondes croissantes. C'est en train de générer un motif. Un motif de quoi ? Aboya Price, toujours crispé sur son arme. J'en sais rien, cria Tessa, à bout de nerfs. Je n'ai jamais vu ça. Elle tapotait frénétiquement sur sa tablette, la lueur de l'écran reflétée sur son visage blême. Les champs magnétiques sont en train d'exploser. Ce ne sont pas des résidus, c'est actif. Coupe ça, ordonna Price. Comment ? Répliqua-t-elle, la voix haussée. On ne sait même pas ce que c'est. Le bourdonnement monta soudain, interrompant Tessa en pleine phrase. La lumière provenant de la structure cristalline devint plus vive, se réfractant en un réseau complexe qui dansait sur les murs de la chambre. Un instant fugace, j'eus l'impression de voir des formes dans les motifs, des figures qui se mouvaient dans des gestes impossibles, tordus. Je clignai des yeux. Elles avaient disparu. « Elisa !» criai-je au-dessus du bruit. « C'est quoi ce truc ?» Elle ne répondit pas. Elle était accroupie près d'un filament, le visage baigné de lumière pulsante. Ses lèvres bougeaient silencieusement, comme si elle chuchotait pour elle-même. « Elisa !» répétai-je, plus fort cette fois. Elle leva les yeux. Ses yeux étaient vitreux. « C'est en train de communiquer, » dit-elle.
d'une voix lointaine, presque sacrée. Ça nous montre quelque chose. Nous montrer quoi ? Insistai-je. Avant qu'elle ne puisse répondre, le bourdonnement changea de fréquence. Il n'était pas plus fort, mais plus profond, plus résonnant, me faisant vibrer jusqu'au torse. La lumière jaillissant du cristal devint éblouissante, projetant des ombres tranchées sur les parois. Je titubais, pris de vertige, alors que la pièce semblait se brouiller et se tordre autour de moi. Et alors, les visions commencèrent. Au début, ce n'étaient que des éclairs, des images étrangères à l'obscurité de la chambre. Je vis des paysages gigantesques, hérissés de pics acérés, traversés de rivières luisantes aux couleurs ternes et aliènes. Le ciel au-dessus tourbillonnait, noir, rouge et autre chose. Puis les images gagnèrent en cohérence. Pendant un bref, terrifiant instant, je n'étais plus ici. Un paysage vaste, étranger, s'étendait à l'infini sous un ciel fracturé de lignes lumineuses. Des structures gigantesques s'élevaient du sol, à la forme impossible, aux surfaces ondulant comme une chair vivante. Les figures étaient là aussi, évoluant entre les structures, leurs corps se tordant en gestes synchronisés, rituels, volontaires. « Tu le vois » coupa Elisa, sa voix perçant la vision, vive et urgente. « Je le vois » dis-je, la voix tremblante. « C'est pas réel » murmura Malcolm, mais son ton manquait de conviction. Il fixait la même vision, ses lèvres bougeant sans un son, comme s'il essayait de comprendre. Les figures dans la vision changèrent, leur corps se déformant, tordus d'une manière qui me retourna l'estomac. Leurs membres s'allongeaient de façon anormale, leur torse se pliait vers l'intérieur, puis s'ouvrait vers l'extérieur, dans une chorégraphie grotesque. Elles communiquaient, pas avec des mots, mais avec leur corps, leur contorsion transmettant un message incompréhensible. « Qu'est-ce qu'elles font » demanda Victor dans un souffle. « Elle parle » dit Elisa. Elle fit un pas en avant, ses yeux fixés sur l'enveloppe cristalline. « Je crois que je les comprends. » « Comprendre quoi » exigea Price. « De quoi tu parles » Elisa ne répondit pas. Son regard était fixé sur les figures de la vision, son visage partagé entre la stupeur et la peur. Elles essaient de nous montrer quelque chose. La vision changea encore, le paysage alien se dissolvant en motifs incompréhensibles. Des formes géométriques qui se repliaient et se dépliaient au mépris des lois de l'espace et du temps. Je ressentis une douleur aiguë derrière les yeux et chancelai, me tenant la tête. Malcolm poussa un grognement rauque, attirant notre attention. Il était penché en avant, les mains sur les tempes. « Vous entendez ça » murmura-t-il, la voix tendue. « Entendre quoi » demandai-je. « Les mots » dit-il, la voix tremblante. « C'est comme des murmures, mais pas. Je n'arrive pas à... Je comprends pas. » « Malcolm, tu dis n'importe quoi » dit Price en s'approchant. « Quels mots ?»« Ce ne sont pas des mots, » répliqua Malcolm, sa voix montant. « C'est autre chose. Quelque chose de différent. » « Malcolm, dis-je en m'approchant de lui, qu'est-ce que tu es ?» Et puis, ma vision commença à se déformer. Les murs de la chambre ondulaient, les filaments fossilisés semblant pulser en rythme avec les vibrations. Des motifs apparurent sur les surfaces, spirales, réseaux, formes qui semblaient vivantes. « Non » murmurai-je en fermant les yeux avec force, « ce n'est pas réel, ce n'est pas réel. » Mais lorsque je les rouvris, les motifs étaient toujours là, changeants, s'écoulant comme un liquide. « Adrian » dit Elisa, sa voix me ramenant brutalement. Elle se tenait de nouveau près de l'enveloppe cristalline, sa main flottant juste au-dessus. « Ce n'est pas qu'une machine, » dit-elle. « C'est une mémoire, une archive de ce qu'était cet endroit. » « Et c'était quoi, justement » demanda Price, le ton chargé de frustration. « Un réseau, » répondit-elle. « Un système, tout ici, cette ville. Tout est connecté, tout est vivant. » « Elle hiberne. » déclara soudain Malcolm, d'une voix claire et posée. « Elle a raison. Elle attend de se réveiller. » « Il faut partir, dis-je.
d'une voix plus assurée que je ne me sentais. On en a assez vu. Elisa ne répondit pas immédiatement. Ses yeux étaient fixés sur la structure cristalline, son expression indéchiffrable. « On ne peut pas partir, » dit-elle finalement. « Ça suffit », aboya Price en s'avançant. Il lui saisit le bras d'un geste brusque. « On s'en va. Maintenant ?» Elisa ne résista pas. Elle le laissa la tirer en arrière, mais son regard resta accroché au cristal, à la lueur pâle qui en émanait et se reflétait dans ses yeux grands ouverts et sans ciller. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. « C'est la clé de tout. On ne peut pas juste... » « On peut, » trancha Price. « Et on va le faire. Ce n'est pas une discussion. » Personne ne protesta. Le bourdonnement résonnait encore dans ma poitrine, m'empêchant de penser clairement. Mon esprit semblait fracturé, comme si des morceaux avaient été arrachés dans des directions opposées. Price entraîna Elisa hors de la chambre, presque en la traînant. Elle tourna la tête vers la structure, le visage partagé entre la fascination et la frustration. Victor, Tessa, Malcolm et moi suivions derrière. Il ne fallut pas longtemps pour que je remarque que Victor boitait. Sa main appuyée sur son genou, j'entendais à chaque pas un craquement discret mais inquiétant. « Ça va ?» demandai-je. Il hocha la tête, le visage fatigué et tiré. « Mes articulations, j'ai l'impression qu'elles deviennent instables, comme si elles n'étaient plus alignées. » Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais pas, admit-il. Ça ne fait pas mal. Pas encore. Pour l'instant, ça va. Je hochai la tête tout en bougeant distraitement mes doigts. Les gants sur mes mains me semblaient plus serrés qu'avant. Sans réfléchir, j'en retirai un pendant que nous marchions. L'air froid mordit ma peau, mais la sensation fut brève. Ce n'est pas le froid qui me fit m'arrêter net. C'était ma main. La peau était irrégulière, ondulant légèrement, comme si quelque chose bougeait sous la surface. Mes pores étaient plus grands, leurs bords arrondis comme de minuscules spirales béantes. Je la passai dans le faisceau de ma lampe. La peau se lissa, d'un mouvement presque imperceptible, presque inhumain. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Victor en s'arrêtant à côté de moi. « Rien, mentis-je, remettant vivement mon gant. Juste besoin d'une pause. »« Les gars ?» intervint Tessa. « Il y a quelque chose qui cloche. On est déjà passé par ce couloir. » Et elle avait raison. Le chemin devant nous était étrangement familier. Les mêmes murs déchirés, les mêmes arches ramifiées, les mêmes motifs fossilisés, identiques jusqu'au moindre détail. Price s'arrêta net. « C'est quoi cette connerie ?» ?»« On tourne en rond, » affirma Tessa, la voix ferme. Elle leva sa tablette montrant un amas de relevés. « Ces données correspondent exactement à celles que j'ai enregistrées il y a 20 minutes. » « C'est impossible, » grogna Malcolm. « On a suivi le même trajet. C'est pas possible. »« Assez !» trancha Price, sa colère fendant la tension grandissante. Il frappa le mur avec la crosse de sa lampe, le bruit sec résonnant dans le couloir. « On revient sur nos pas. » On trouve un autre passage. On continue d'avancer. Mais chaque tournant nous menait plus profondément dans le labyrinthe. Les couloirs se tordèrent de façon subtile, presque imperceptible, leur plan se déformant, défiant toute logique. Un virage à gauche revenait au même couloir. Un chemin tout droit débouchait sur un escalier qui n'était pas là auparavant. « C'est pas réel, » murmura Malcolm, la voix brisée. « C'est un piège. Une hallucination. »« C'est la ville !» dit doucement Elisa. Il y avait dans sa voix une étrange révérence. « Elle se modifie pour nous. » La poigne de Price se raffermit sur sa lampe torche. « Stop !» gronda-t-il entre ses dents. On continue d'avancer. Le chemin devant nous était indiscernable de celui derrière, mais nous avançâmes quand même, poussés par une désespérance croissante. Ce chemin, qui semblait familier, décida soudainement de nous conduire ailleurs. Il nous mena jusqu'à une porte. Elle était immense, encadrée de crêtes fossilisées, qui s'enroulaient vers l'intérieur comme l'iris d'un œil pétrifié et colossal. Les bords scintillaient faiblement sous le faisceau de nos lampes. « Ça n'était pas là avant, » dit Victor. « Non, » confirma Elisa. « Ça ne l'était pas. » « On y entre ?» demanda Tessa. « On n'a pas le choix, » dit Price. La chambre s'étirait dans l'obscurité,
ses dimensions impossibles à évaluer dans la pénombre. Tout en haut, le plafond sarçait comme une voûte de cathédrale ancienne, soutenue par d'immenses structures en forme de côte qui se courbaient vers l'intérieur. Au centre de la chambre se trouvait le fossile. Son corps était gigantesque, au moins 2 fois la taille d'un homme, et sa posture figée dans une contorsion grotesque. La cage thoracique s'évasait largement, anguleuse et démesurée, tandis que le crâne était surmonté de protubérances presque ornementales. Mais il n'y avait rien d'ornemental en lui. Les restes fossilisés exsudaient une intention. Chaque arête acérée, chaque ligne irrégulière, témoignait d'un dessin que nous étions incapables de comprendre. Ce qui le rendait encore plus dérangeant, c'est que le corps était emprisonné dans cette même substance cristalline translucide, faiblement lumineuse. Nous nous approchâmes avec prudence, chacun de nos mouvements lents et délibérés. « Bon sang !» murmura Victor, sa voix s'évanouissant. Elisa se détacha du groupe, quittant le côté de Price. Ses pas étaient mesurés, mais tremblants. Elle s'approcha du fossile, le faisceau de sa lampe glissant sur la surface. « C'est le même matériau que les autres. » chuchota-t-elle. « Mais en plus... » « Plus quoi ?» demandai-je. « Plus évolué. » dit-elle en s'accroupissant près de la coque cristalline. « Plus intentionnel. Regarde la structure osseuse. La densité, les motifs. Ce n'était pas juste un être, c'était... » Elle s'interrompit, incapable de trouver le mot. « Parfait. » souffla Tessa. Elisa se pencha encore, son souffle embuant la surface cristalline. La lueur douce s'y reflétait, comme si elle l'attirait. « C'est leur véritable apparence. » murmura-t-elle, émerveillée comme une enfant. « C'est eux qui ont bâti cette ville. » Les jointures de Price blanchirent autour de son arme. « On s'en fiche, » dit-il d'un ton sec. « Il faut partir. » Elisa se retourna vers lui, son regard ferme. « On ne peut pas, » répondit-elle simplement. « Tu ne comprends pas? C'est ça que la ville protégeait. C'est pour ça qu'elle nous a guidés ici. » « Elle nous guide vers un piège, » répliqua froidement Price. Son arme s'orienta légèrement dans sa direction, même si son doigt resta hors de la détente. « Quoi que ce soit, ce n'est pas fait pour nous. » « Non, » dit Elisa en secouant la tête. Elle nous montre exactement ce que nous étions censés voir. C'est la clé, l'origine, la raison. Ce n'est pas juste un fossile, c'est une capsule temporelle. Une capsule temporelle pourquoi ? Demanda Victor d'une voix étouffée. Pour la survie, répondit Elisa. Ses mots restèrent suspendus dans l'air, emplissant la pièce. Pour la survie ? Répéta-t-elle, d'une voix pleine d'une admiration muette. Sa main flottait à quelques centimètres du cristal, comme si elle s'attendait à une réponse, à une reconnaissance. Le reste d'entre nous resta figé, paralysé par un mélange de peur, d'inconfort et de quelque chose d'autre. Un appel. Le fossile semblait vivant, pas biologiquement, mais d'une façon plus vaste encore. Sa gravité était indéniable. Price fit un pas en avant, ses bottes crissant sur le sol. Sa mâchoire se serra en observant la scène. « Très bien, mais ça suffit. On en a fini ici, » dit-il, d'un ton qui n'admettait aucune discussion. « On ne touche pas à ce truc. On ne découvre pas ses secrets, et on ne reste pas ici pour voir ce qui va se passer ensuite. Alors, Elisa, recule. » Elisa ne bougea pas. Ses yeux restèrent rivés sur le fossile, la lumière douce projetant des ombres sur son visage, rendant ses traits plus nets, presque anguleux. « Tu ne comprends pas ?» dit-elle doucement. « On est connecté à lui. Tu ne le ressens pas ?» « Elisa, dis-je en tentant de rester calme. Price a raison, il faut qu'on s'en aille. Quoi que ce soit, quoi que ça veuille, ce n'est pas sûr. »« Sûr ?» répéta-t-elle, un léger sourire inquiétant sur les lèvres. « Ce n'est pas une question de sécurité, c'est une question de but. C'est ce qu'on cherchait, ce qu'il nous manquait, c'est nous. » Ces mots me glacèrent plus encore que le fossile lui-même. Il n'y avait aucun doute dans sa voix, aucune hésitation. Elle ne parlait pas pour nous convaincre. Elle énonçait un fait. « Elisa, » dit Price, sa voix tranchante, pleine d'autorité. « Recule. Maintenant. » Mais elle ne bougea pas. Au lieu de cela, elle leva la main et, du bout des doigts, toucha la coque cristalline. Le bourdonnement revint,
Cela commença faiblement, à peine audible, mais le son grandit rapidement, résonnant à travers la chambre comme une vague grave et vibrante. La coque cristalline se mit à briller plus fort, la lumière s'étendant le long des filaments ramifiés partant de sa base. Mes mains redevinrent moites. La peau sous mes gants me picotait avec une sensation à la fois familière et étrangère. « Qu'est-ce que c'est en train de faire ?» demanda Victor. Le fossile lui-même commença à bouger, lentement, subtilement, dans des mouvements qui n'auraient pas dû être possibles. « Seigneur !» murmura Victor, reculant d'un pas. La cage thoracique du fossile se dilata légèrement, comme s'il inspirait, et les protubérances épineuses de son crâne pulsèrent faiblement. La coque cristalline qui l'enfermait craqua, de fines fissures en toile d'araignée s'étendant avec un bruit semblable à de la glace qui se brise. « Écartez-vous !» criai-je. Mais personne ne bougea. Nous ne pouvions pas. Les crevasses s'élargirent, et la silhouette fossilisée à l'intérieur commença à se tordre. Ses mouvements étaient saccadés, non naturels, comme si elle luttait pour se libérer des millénaires de pétrification qui la retenaient. Price leva son arme, ses mains tremblaient. « Je vais tirer. » « Non, » dit Elisa en s'interposant entre lui et le fossile. « tu empirerais les choses. » « Comment ça pourrait empirer ?» explosa Malcolm, la voix brisée. « On est déjà... » La coque éclata. Le bruit fut assourdissant, comme un coup de tonnerre, et des éclats de cristal explosèrent tout autour. Nous nous baissâmes, protégeant nos visages alors que les débris retombaient au sol. Quand je relevai la tête, le fossile était debout. Il n'était plus fait de pierre. L'être devant nous était de chair et de sang. Ses membres allongés se mouvaient avec une fluidité grotesque, les articulations se pliant dans des directions impossibles. Sa cage thoracique s'ouvrait et se refermait, les bords rivetés et cannelés se déployant comme les branchies d'une créature abyssale. Le bourdonnement dans la pièce s'intensifia, atteignant une fréquence presque insupportable, et je compris avec un haut le cœur que le son venait de la créature elle-même. Ce sifflement horrible était sa respiration. Elisa s'avança. « C'est magnifique !» chuchota-t-elle. « Recule !» rugit Price, mais elle ne l'écouta pas. La créature s'approcha d'elle, ses mouvements furtifs, ondulants. Elle leva l'une de ses longues mains vers Elisa, ses doigts effilés et anguleux s'étendant comme des branches tordues. « C'est... trop... » murmura Elisa, sa voix chargée de quelque chose d'autre qu'elle-même. « Il me montre... » « Te montre quoi ?» demandai-je. « Tout, dit-elle avec un sourire étrange sur les lèvres. ce qu'ils étaient, ce que nous sommes. » Ward tendit les mains, tremblantes, et toucha la surface creusée du membre tendu de la créature. À cet instant, son corps convulsa violemment, son dos se cambrant comme si elle venait d'être frappée par la foudre. Sa main tressaillit, et je le vis. Sa peau ondulait, les pores de ses bras s'élargissant en motifs spiralés étranges, scintillant faiblement sous la lumière de la chambre. Et ce n'était pas que sa main. La transformation remontait le long de son bras, la chair se déformant, se remodelant, défiant tout ce que nous savions de la biologie. En quelques secondes, elle s'effondra au sol, inerte. La créature dirigea à nouveau son attention, cette fois avec une clarté d'intention. Sa tête pivota vers nous, les protubérances sur son crâne ondulant comme des antennes. Le sifflement de sa respiration devint grave, guttural, presque une voix, mais sans mots. Elle ne parlait pas, elle chantait, un chant profond, étranger, qui s'insinuait dans mes pensées, les remodelant de manière incompréhensible. Je ressentis une décharge dans ma main et baissai les yeux. Ma peau bougeait à nouveau, mes pores s'élargissaient, la surface ondulait comme un liquide, je fléchis les doigts, et le simple mouvement provoqua une nausée violente. Je pouvais entendre les mouvements de mon propre corps d'une façon qui défiait toute compréhension. « Qu'est-ce qui nous arrive ?» murmura Victor en regardant son bras. Son coude se tordit dans une direction anormale dans un craquement sec, mais il ne sembla ressentir aucune douleur. « Ça nous change, » dit Tessa, la voix tremblante. « Ça nous restaure. »« Nous restaure ? Vers quoi ?» demandai-je. Mais au fond, je connaissais déjà la réponse. Je levai les yeux juste à temps pour voir les paupières d'Elisa papillonner. Pendant une fraction de seconde, ses yeux semblaient normaux. Mais cela ne dura pas. Ses pupilles se dilatèrent,
puis se contractèrent, sans raison apparente, comme si elles tentaient de faire la mise au point sur quelque chose au-delà de notre réalité. Et c'est alors qu'elle tourna la tête vers moi. Je la vis. Ses pupilles se fendirent, laissant apparaître un second iris qui commençait à émerger. « Il faut partir !» dit Price, la voix dure. « Comment ?» demanda Malcolm, la voix brisée. Ses bras étaient désormais visiblement déformés, la chair gonflée de manière anormale sous ses manches. Price leva son arme, la pointant vers la créature. « Non !» cria Elisa. Elle se releva, tituba entre Price et la créature vivante, ses mouvements non naturels, son corps tordu par une transformation qui l'avait atteinte jusqu'en son cœur. « Tu ne comprends pas, » dit-elle. « Ce n'est pas un ennemi, c'est nous, Astérisque. » Price n'hésita pas. Il fit feu. La détonation résonna à travers la chambre, assourdissante dans cet espace clos. La balle frappa la cage thoracique du fossile, éclatant la surface poreuse, mais sans provoquer de véritables dégâts. La créature se tourna vers Price, comme si cet acte d'agression avait réveillé quelque chose en elle. Elle leva la main vers nous, ses doigts allongés, tressaillant dans un mouvement rythmique, presque chorégraphique. Le bourdonnement dans la pièce s'approfondit. Des formes apparurent dans l'air autour de nous, des motifs géométriques complexes, scintillant comme des parasites. Je me pris la tête entre les mains, une douleur aiguë me transperçant le crâne. Des images inondèrent mon esprit. Des paysages aux configurations impossibles, des villes sans fin, s'étendant jusqu'à l'infini. Et des figures, des dizaines, se mouvant en gestes synchronisés, comme une danse sacrée. Je trébuchais, tombant à genoux. Les visions étaient implacables, de plus en plus vives et incompréhensibles. Je sentais mon corps changer. Les pores s'élargissaient sur toute ma peau, qui ondulait, n'était plus mienne. Ça bouillonnait, poussait. La créature s'avança, et je la vis inspirer, son torse se dilatant légèrement. Sa poitrine s'ouvrit, non pas mécaniquement, mais comme une fleur qui éclot. Et à l'intérieur, il y avait quelque chose de pire que de la chair. Un réseau de veines, de tendons, d'organes translucides, pulsant d'une lueur jaune maladive. Ces mouvements prirent un sens, formant des mots par le biais même de ces gestes, qui se gravaient dans mon esprit. Je ne pouvais pas détourner le regard. J'étais hypnotisé. La lumière de sa poitrine grandit dans mes yeux, jusqu'à engloutir toute ma vision. Un instant, il n'y eut plus rien autour de moi. Rien qu'un espace blanc infini, s'étirant dans toutes les directions. Et puis la vision revint, plus forte, plus nette. Je vis la ville telle qu'elle avait été, vivante, pulsante, ses structures se déployant et s'adaptant comme une coalition d'organismes vivants. Je vis ceux qui l'avaient bâtie, leurs corps fluides, changeants, dansant en harmonie dans une chorégraphie au-delà du langage. Puis je vis leur fin, une obscurité vivante, vaste, dévorante, se répandant dans la ville comme une peste. Ils tentèrent de la combattre, leur corps se tordant dans des mouvements chargés de terreur. Mais c'était inutile. La ville mourait, et ils n'avaient d'autre choix que de préserver ce qu'ils pouvaient. Ils cultivèrent leur ADN, le répandirent à travers le monde, avant de s'enfermer dans la pierre et le cristal, attendant la fin des ténèbres. Néandertaliens, Denisoviens, Homo sapiens. Nous étions leur espoir, nous étions leur réceptacle. Quand les visions disparurent, j'étais à genoux, haletant. La chambre était redevenue silencieuse. Le bourdonnement avait disparu, tout comme la créature. Mais Elisa se tenait là, à l'endroit où elle avait été, de dos. « Elisa » appelai-je, ma voix n'étant plus vraiment la mienne. Elle se retourna. Ses mouvements étaient fluides, surréalistes, comme si ses os bougeaient indépendamment de ses muscles. Son visage, si on pouvait encore appeler ça un visage, était à la fois le sien et autre chose. Les motifs de sa peau formaient des spirales fractales, comme d'innombrables plaies ouvertes et palpitantes. Ses yeux, désormais innombrables, parsemaient tout son visage, et chacun était braqué sur moi, Elisa, dis-je, la voix brisée. Ses lèvres se tordirent en un dernier sourire, qui n'atteignit pas ses traits déformés. C'est fantastique, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous sommes faits. C'est ce que nous sommes. Elle râla, sa voix faite de cordes vocales effilochées à l'infini.
Nous ne sommes rien de tout ça. Cria Victor, la voix brisée. Il était recroquevillé, un bras contre sa poitrine. Son coude était complètement inversé. L'articulation gonflée et déformée sous sa peau. Le sourire d'Elisa s'élargit, ses dents devenues aiguës et inégales, bougeant, se réformant, comme si elles étaient reconstruites de l'intérieur. Vous le deviendrez? La chambre trembla violemment. Un nouveau grondement résonnant jaillissant des murs. Je retombais à genoux alors que le sol se déformait sous nous. Des fissures coururent à travers la surface fossilisée, et une puanteur organique écœurante s'en dégagea, épaisse et suffocante. Je m'étouffais, l'air s'accrochant à ma gorge comme de l'huile. Sous chaque fissure brillait une matière biologique pulsante. « On doit partir maintenant !» hurla Price en relevant Tessa de force. Victor poussa un hurlement, et je me retournai pour voir son corps se contorsionner de façon atroce. Sa colonne vertébrale s'arque, ses vertèbres saillant sous sa chemise, comme si elle tentait de s'arracher de lui. Ses doigts s'allongèrent, les ongles se fendillant, se recourbant, pendant que de nouvelles excroissances déchiraient la chair. « Mon Dieu !» halta-t-il, la voix humide, étranglée. Il griffa sa propre gorge, et je vis ses muscles se contracter, bouger sous sa peau, comme si quelque chose à l'intérieur voulait en sortir. « Victor !» cria Tessa, tendant la main vers lui. « Laisse-le !» hurla Price, la tirant en arrière. Victor eut une dernière convulsion, puis s'effondra dans un tas de chair tremblant. Sa respiration était faible, sa poitrine se soulevait irrégulièrement. Les motifs en nid d'abeilles qu'on avait vus sur Elisa s'étendaient sur sa peau, qui se déchirait, bouillonnait. « On ne peut pas l'abandonner !» hurla Tessa, les larmes coulant sur son visage. « Il est déjà perdu !» cria Price d'une voix dure. La chambre gémit à nouveau, les murs tremblant violemment alors que des fragments de la structure fossilisée commençaient à se détacher. D'immenses morceaux s'écrasèrent au sol, soulevant des nuages de poussière et de débris. La respiration de la ville s'était transformée en rugissement. « On s'en va !» hurla Price, nous attrapant, Tessa et moi, par le bras. Malcolm trébuchait derrière lui tandis que nous courions vers le couloir le plus proche, les sons de la chambre qui s'effondraient résonnant derrière nous. Le couloir se tordait et changeait à mesure que nous fuyions, la disposition de la ville se déformant autour de nous. Les murs commencèrent à pulser, leur surface poreuse ondulant comme un tissu vivant. Des motifs faibles, étrangers, apparaissaient à la périphérie de ma vision. Des dessins tordus, déformés, bougeant selon des mouvements anormaux, aberrants. « Adrian, Price !» hurla Tessa. Je me retournai et vis Malcolm s'effondrer, son corps se tordant au sol alors que ses bras et ses jambes se pliaient à des angles impossibles. Sa mâchoire se déboîta, les os craquant avec fracas, tandis que ses dents s'étiraient en pointes irrégulières. Ses yeux roulèrent dans ses orbites, et un gargouillement guttural s'échappa de sa gorge. Sans un mot, Price agrippa Tessa et la força à avancer. Nous débouchâmes dans une autre chambre, plus petite cette fois. « Là-bas !» cria Price, pointant une ouverture à l'autre bout de la pièce. Nous y trébuchâmes. Chaque pas me brûlait les jambes. Mes poumons haletaient, cherchant un air qui avait le goût du cuivre et empestait le fer. Derrière moi, Tessa peinait à respirer. Son corps commençait à lâcher prise. Ses jambes se dérobaient. Je fis demi-tour par réflexe, la prenant sous les bras pour la relever. Mes mains picotaient à son contact. La peau de mes paumes s'étirait comme du papier mouillé. Les pores s'étaient encore élargis, formant des motifs chaotiques qui palpitaient faiblement, comme des milliers de bouches minuscules cherchant de l'air. « N'arrête pas !» dis-je, la voix tremblante, en la tirant en avant. « On y est presque !» Elle ne répondit pas. Ses yeux d'un blanc laiteux étaient fixés sur un point invisible pour moi. Je baissai les yeux et vis que le bout de ses doigts s'était fendu, chaque extrémité laissant s'échapper de fines filaments translucides, frémissant dans l'air vicié comme les tentacules d'une anémone. Je me forçai à détourner le regard. Peu après, nous vîmes notre salut. Les projecteurs près de la cage d'ascenseur illuminaient notre chemin, une promesse fragile de survie dans la pénombre du corridor. Nous fonçâmes droit dans la salle de l'ascenseur. La cage nous attendait au centre, ses portes grillagées grandes ouvertes, comme une gueule édentée. « Montez !»
hurla Price, le faisceau de sa lampe virevoltant dans tous les sens alors qu'il courait. Nous y trébuchâmes tous les trois, Price claquant la grille derrière nous. Il attrapa la manette et la tira d'un coup sec. Un instant, rien. Mon estomac se tordit. Puis, dans un sursaut brutal, la cage commença à monter. Le rugissement de la ville en contrebas s'amplifia, vibrant à travers la structure métallique de notre fragile refuge. Je m'agrippai à la rampe, mes nouvelles mains laissant des traces visqueuses sur le métal. On va trop lentement, Murmura Tessa. Price ne répondit pas. Sa mâchoire était crispée, ses jointures blanchies sur la manette. L'ascenseur gémissait sous l'effort, les câbles au-dessus grinçaient sinistrement. Un vacarme assourdissant jaillit d'en bas, et je me retournai pour voir la cage d'ascenseur s'effondrer, les murs se repliant sur eux-mêmes, comme le poing d'un ancien colosse invisible. La ville se consommait elle-même, dans un but que nous ignorions, modifiant ce qu'elle avait été, refermant le chapitre que nous avions osé rouvrir. Une vague de poussière et de débris montait à une vitesse terrifiante, alors que la faille sous nous s'agitait. « Accrochez-vous !» cria Price. L'ascenseur fut secoué violemment, les câbles tendus au maximum, le moteur hurlant en protestation. Des pierres et de la poussière nous tombèrent dessus. Je protégeai ma tête de mes bras. L'ascenseur accéléra, comme si la ville elle-même nous rejetait, nous expulsant comme un corps étranger. Puis, dans un dernier soubresaut, nous émergeâmes à la surface. L'ascenseur s'arrêta dans un hurlement de métal torturé, secoué une dernière fois avant que les portes grillagées ne s'ouvrent en grinçant. Nous tombâmes dehors. Au-dessus de nous, le ciel nocturne s'étendait, vaste et indifférent, les étoiles scintillant comme des yeux distants et insensibles. Le poste militaire se trouvait à quelques centaines de mètres, ses projecteurs déchirant l'obscurité comme des lances de lumière crue. Je me souviens m'être effondré sur le sol humide de rosée. Mes mains s'enfoncèrent dans la terre, et pendant un moment je fus frappé par la froideur mordante qui s'infiltra dans mes paumes. Mes pores semblaient au boire cette humidité. Ce n'était plus comme toucher de la terre. C'était comme si mon corps essayait de s'y fondre. « Debout !» râla Price. Il attrapa Tessa, la remettant debout. Ses doigts déformés tressaillaient de façon incontrôlable, chaque mouvement aigu et spasmodique. Je me forçai à me relever, les jambes tremblantes, alors que nous entamions la marche agonisante vers le poste. Dans la lumière crue des projecteurs, je vis des ombres bouger, des silhouettes émergeant du bâtiment principal. Elles se déplaçaient avec précision, leurs armes pointées directement sur nous. « N'approchez pas !» cria l'un d'eux, la voix tendue. Le faisceau d'une lampe nous balaya, et je vis l'horreur dans leurs yeux. Ils n'étaient pas seulement effrayés. Ils nous fuyaient. « Où » commença Price, mais il s'interrompit, s'agrippant le ventre dans un gémissement rauque. Il tomba à genoux, sa tête s'inclinant alors que ses épaules se convulsaient, ses doigts griffant sa poitrine. « Price » criai-je, courant à ses côtés, mais il leva une main tremblante pour m'arrêter. « Reste en arrière !» articula-t-il d'une voix rauque, noyée dans la douleur. J'hésitais, impuissant, alors que son corps commençait à convulser. Les motifs perméables de sa peau s'assombrirent, s'étendant rapidement sur sa poitrine et ses membres comme une marée maligne. Ses côtes se déplacèrent sous sa peau, poussant vers l'extérieur en formes difformes et grotesques. Sa colonne vertébrale se cambra violemment, et j'entendis le craquement immonde de ses os alors que ses bras s'allongeaient. Ses yeux, autrefois clairs et farouches, se noircirent en une multitude de taches pupillaires, des vides croissants qui dévorèrent la lumière. Derrière moi, Tessa laissa échapper un cri étranglé qui détourna mon attention de Price. Je me retournai juste à temps pour la voir se saisir le visage, les filaments à ses doigts s'allongeant, se tordant comme de petites lianes vivantes. Ses mains griffaient l'air, comme pour arracher la transformation d'elle-même, mais c'était inutile. Elle s'effondra, se tordant au sol, son corps convulsant, alors que la transformation l'envahissait entièrement. Ses jambes se tordirent, les os craquèrent et se reformèrent. Son torse s'allongea, des motifs en nid d'abeilles se gravant sur sa peau nue. Elle ne pleurait plus, elle ne hurlait plus, elle changeait. Et moi aussi, je voulais crier. Mon esprit le suppliait, s'agrippant désespérément au rebord de ma raison, mais aucun son ne sortit.
Ma gorge refusait d'obéir, mon corps figé sur place. Ce n'était pas la peur qui me paralysait, c'était pire. Mes jambes ne répondaient plus, elles n'étaient plus miennes. La trahison n'était pas que psychologique, elle était physique. Ma propre chair s'était retournée contre moi, mes mains, mes bras. Le spectacle était incompréhensible. Les pores de ma peau s'étaient élargis, spiralant en motifs géométriques. Mes doigts tremblaient, déformés subtilement, s'allongeant d'une manière qui rendait mes articulations douloureuses. Et mon visage me semblait étranger, tendu, étiré, comme s'il ne correspondait plus à la forme de mes os. Je tentais de maîtriser ma respiration, mais elle était saccadée, vacillante. L'air s'accrochait dans ma gorge, comme s'il avait oublié le chemin vers mes poumons. Autour de moi, le chaos avait éclaté. Les soldats hurlaient des ordres, leurs voix tranchantes, paniquées, perçaient la nuit. Je sentis des mains me saisir, rugueuses, calleuses, fermes. Elles m'agrippèrent les bras, les épaules, me traînant de force. Je ne résistais pas. Je ne pouvais pas. « Bougez! Emmenez-le à l'intérieur !» cria un des soldats. Sa voix trahissait la peur. Je trébuchais, à peine conscient du sol sous mes pieds, ma vision brouillée. Derrière moi, le rugissement de la terre qui s'effondrait s'intensifiait. Je tournai la tête, juste assez pour apercevoir, entre mes escorteurs armés. Le sol convulsait, comme un être vivant, se plissant et s'effondrant par vagues. Des blocs de roches et d'acier disparaissaient dans un gouffre grandissant, englouti. J'écris ceci depuis une installation gouvernementale secrète, loin des Appalaches, là où tout a commencé. Les Homo Aeternum, comme je les appelle désormais, ne sont pas un mythe. Ils sont réels, nos ancêtres, les architectes d'un monde qui n'a jamais vraiment été le nôtre. Mais ils n'étaient pas seulement nos prédécesseurs. Ils étaient autre chose, quelque chose de supérieur, quelque chose au-delà de nous, dans tous les sens du terme. Et maintenant, à travers nous, je crois qu'ils reviennent. Les changements dans mon corps sont indéniables, tout comme ceux de Tessa, Price et chaque soldat ou personne qui nous a touchés. Les spirales sur ma peau ne sont plus de simples marques inertes. Elles bougent, elles pulsent, elles vivent d'une manière que ni la chair ni l'os ne devraient connaître. Mes sens se sont affûtés, mes pensées clarifiées, mais elles ne m'appartiennent plus entièrement. Leurs murmures, faibles et insistants, traversent le tissu même de ma conscience. Les fragments de leur être, des échos disséminés en nous au fil des millénaires, s'éveillent. Les Homo Aeternum reprennent possession de leur génétique, de leur maîtrise de l'organique, de leur intelligence prodigieuse, de leur terrible élégance. Cela n'a jamais été perdu. C'était endormi, enfoui sous ce que nous pensions être nous-mêmes, attendant le bon moment pour renaître. Et pourtant, ce n'est pas cela que nous devrions craindre. Les êtres qui ont bâti cette ville, qui dominaient la chair, le temps, l'espace, qui pouvaient plier l'existence à leur volonté, ces êtres, aussi vastes et incompréhensibles qu'ils fussent, avaient peur. La ville n'était pas un monument, ni une relique, c'était un tombeau, un refuge, un abri désespéré. Ils n'ont pas été détruits par l'arrogance ou le lent déclin de leur civilisation. Ils fuyaient. Quelque chose les a trouvés, quelque chose de plus grand encore que leur pouvoir inimaginable. Dans les visions que la ville a forcées en moi, j'ai entrevu cette entité. Quelque chose d'aussi vaste qu'inconcevable, devant quoi même les Homo Aeternum ont échoué. Leurs cités sont tombées. Leur génie s'est brisé comme du verre. Les Homo Aeternum se sont dispersés, envoyant des fragments d'eux-mêmes, de leur savoir, de leur espoir, comme des graines, espérant qu'un morceau d'eux pourrait survivre. Cet espoir, c'est nous. Mais cette transformation n'est pas un cadeau. C'est une convocation. Ils reprennent ce qui leur a toujours appartenu. Et ce faisant, ils se préparent. Se préparent à quoi? Je l'ignore. Peut-être à reconstruire, peut-être à affronter ce qui les a brisés. Je devrais ressentir de l'émerveillement à l'idée d'avoir été choisi comme vaisseau, comme partie prenante de leur résurrection. Et pourtant, tout ce que je ressens, c'est de la terreur. Leur peur hante encore les recoins de mon esprit restauré, telle une plaie mal refermée. Elle suppure, vive et omniprésente,
murmurant des vérités que je refuse d'entendre. Quoi que ce soit qui les ait traqués à travers les couloirs infinis du temps, quoi que ce soit qui ait englouti leur grande civilisation, c'est toujours là, quelque part, en train d'attendre, d'observer. Les Homo Aeternum ne nous sauveront pas. Ils n'ont même pas pu se sauver eux-mêmes.